On peut être impressionné par l'arrivée massive de Carrefour en Israël. Mais sa capacité à faire baisser la vie chère en Israël à longue durée soulève des interrogations. Revue de la presse économique avec Daniel Guggenheim. Cette semaine, des sujets passionnants. On va commencer tout de suite, Daniel, avec Carrefour. Carrefour qui rentre en grande pompe sur le marché israélien. On en entend parler partout. Oui. Alors, on se réjouit ou on s'inquiète ? Avant de dire si on doit se réjouir ou on s'inquiète, je veux dire 2 mots sur Carrefour. Carrefour est une société qui a été créée en France dans les années 60. Et d'ailleurs, quand elle est à la Banque de France pour présenter son bilan, elle lui a dit « tu vas faire faillite ». Ils n'avaient pas compris ce que les Israéliens ont compris, c'est qu'on peut jouer beaucoup sur la trésorerie, même si on n'a pas tellement ce qu'on appelle un fonds de roulement. Ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, qu'est-ce qui est Carrefour ? Ils n'ont jamais fait faillite, hein. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Non, okay. Justement, Carrefour est une multinationale. Carrefour est présent dans tous les pays. C'est 14 000 succursales dans le monde entier et c'est 81 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Donc c'est très important. On se demande justement si Israël est véritablement un enjeu pour eux, parce qu'au vu de ces chiffres, on a l'impression que c'est une petite goutte d'eau. Oui, c'est intéressant de voir qu'Israël attire les étrangers. D'ailleurs, il y a une société hollandaise aussi, Spar, que c'est Supersal qui va la faire venir, qui va aussi vouloir concurrencer Carrefour en Israël. C'est intéressant de voir que, justement, les multinationales de commerce pensent qu'Israël, que l'Israélien consomme bien. Ils voient les chiffres, apparemment. Voilà, donc ça veut dire que c'est vraiment un enjeu important. Maintenant, justement, pour revenir à votre première question, ils avaient jusque-là, ils étaient présents dans 49 pays. Et Israël, c'est le 50e. Alors, ils ont tout fait sur 50. Ils ont fait 50 succursales d'un coup en Israël, dans plusieurs villes. C'était ça l'idée. Et ils ont préparé ça pendant 1 an, logistiquement, point de vue informatique. Donc, c'est quelque chose qui a été très, très bien préparé et qui, maintenant, on a des problèmes sécuritaires cette semaine, mais qui a quand même eu un grand retentissement. Et, ouais. Alors, ce ne sera pas Carrefour comme on connaît en France, avec les rayons frais, avec les fringues, c'est pas, on n'est pas encore tout à fait à ce stade-là. Peut-être qu'on y arrivera, mais pour l'instant, c'est plutôt sans les rayons frais, sans le poisson, sans la boucherie, sans tout ça. Alors, d'abord, il y aura 3 tailles de Carrefour. Un qui sera pour les quartiers, un qui sera pour la ville, et un qui sera ce qu'on appelle hyper. Discount, c'est ça que les gens vont... vous m'avez dit en antenne d'ailleurs que vous qui avez toujours ces bonnes affaires, vous avez entendu qu'avec Shemesh, il y en a un hyper qui... Il y en a un hyper qui va s'ouvrir. Et effectivement, les bonnes affaires se trouveront en particulier dans ces périphéries-là, dans ces discounts-là. Voilà, les city markets, c'est comme en France, hein, d'ailleurs, c'est toujours un petit peu plus cher. Voilà. C'est un commerce de proximité pour rendre service, donc le but, c'est pas forcément les prix. Oui, ils vont proposer 1000 produits, donc 500 au point de vue alimentaire et dans 80 catégories. Maintenant, pour ce qui concerne la viande, etc., d'après ce que j'ai, moi, compris, qu'ils vont aussi proposer. Et la question est justement de savoir, premièrement, les prix qu'ils proposent dans certains produits sont véritablement moins chers à l'heure actuelle que ce qu'on trouve même chez Rami Lévy. Les chocolats, vous trouvez à moitié prix par rapport à ce qui est... Et des bons chocolats. Moi, je suis amateur de chocolat. Et le café aussi, ils ont des capsules de café. L'huile. Oui. Ça, c'est une chose. Ils bénéficient ici, puisque vous parlez de l'huile, ils bénéficient maintenant aussi d'une nouvelle loi en Israël, qui, à mon avis d'ailleurs, est un peu dangereuse, qui dit que on peut maintenant importer quoi que ce soit et le vendre en Israël à partir du moment où on déclare qu'on le vend déjà en Europe. Or, les normes européennes, des fois, sont, pour certaines choses, facilitent les choses, et en Israël, on avait interdit pour des raisons de santé. C'est-à-dire que pour l'huile d'olive, notamment en Israël, il est interdit d'ajouter des additifs. L'huile d'olive doit être pure, totalement pure, et que de l'huile d'olive. Quand il est souligné que ça vient de Moatzet Azaï. Tandis que à Carrefour, on ne sait pas trop, quoi. Parce que apparemment, en Europe, ils ont le droit de mettre des additifs. Il y a aussi le fait que les barrières bureaucratiques ou autres commerciales pouvaient permettre à un certain marché local d'exister, parce que c'est très important pour un pays d'avoir une indépendance et industrielle et alimentaire. Maintenant, ça ne justifie pas les prix qu'on a obligatoirement. Peut-être l'État devrait, moi je dis toujours, subventionner plus l'agriculture. En tout cas, on peut se réjouir qu'on fasse un pas vers des produits moins chers. C'est quand même un soulagement pour la population qui n'attend que ça. Alors, est-ce que ça va durer ? Ça, il va falloir attendre pour le savoir.
Tout à fait. En fait, ce que vous venez de dire résume ce que je pense. On peut être satisfait de ce qui se passe. Il faut voir à moyen terme si vraiment il y aura la révolution des prix qu'ils ont annoncée. On va continuer avec une autre nouvelle. Alors là, c'est plutôt sympa pour Israël. C'est l'excédent budgétaire et le record historique pour le salaire moyen des Israéliens. On n'a jamais atteint un tel chiffre et ça, c'est plutôt encourageant. En même temps, l'inflation augmente, la vie est chère, donc c'est plutôt normal que les salaires suivent. Alors, quel est le coût du salaire moyen aujourd'hui ? Oui, j'ai vu ces deux titres dans la presse financière et c'est pour ça que je me suis permis de les mettre ici en exergue et de vouloir en parler 2 minutes pour la chose suivante. Je ne suis pas ici le porte-parole du gouvernement et je suis le premier, s'il y a quelque chose à critiquer comme la vie chère ou d'autres choses, de le dire. Il ne faut pas se fermer les yeux. Mais ce qui est problématique, c'est à l'heure actuelle, et je suppose qu'il y a des raisons à ça, la presse économique en général, je dis en général en Israël, et chaque nouvelle qu'on a, bonne, essaye de la tourner quand ils font un commentaire, de dire oui mais c'est pas bien. Ouais. Et ça, c'est un peu fatigant et c'est problématique d'arriver jusque-là. C'est presque quelque chose qui est problématique à mon avis, point de vue intellectuel. Je vous donne un exemple. Israël, donc, pour l'excédent budgétaire, 0,3% au mois d'avril. Et au mois d'avril, 3 milliards de shekels. On est à 17 milliards de shekels d'excédent depuis le début de l'année. Très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'ils font les journaux? Ils disent, oui, mais en un an, depuis un an, de avril jusqu'à avril, on est en déficit. Et il y a un an, ça marchait mieux, il y avait plus d'impôts, l'État recevait plus d'impôts, plus de choses comme ça. Okay. Et il y a plus d'impôts pour les appartements, plus d'impôts pour d'autres choses. Et ça veut dire qu'il y a un ralentissement économique. C'est un peu vrai, des fois. Il faut voir sur chaque chose ce qu'on dit. C'est-à-dire, il y a moins de ventes d'appartements, c'est clair. Mais c'est aussi du fait, parce que les mashkanta ont augmenté, mais ils sont moins chers et ça fera baisser les prix. Donc là, vous ne nous avez pas donné le salaire moyen. Il est de combien aujourd'hui? Alors, pour revenir au deuxième sujet, le salaire moyen, 13 650 shekels. Ça n'a jamais arrivé en Israël. Vous me dites, oui, mais c'est normal parce qu'il y a inflation. Exact. Non, par rapport à l'année dernière, avril, à l'année dernière, 12% en plus. Ça veut dire que c'est plus que ce que l'inflation a été en Israël. Donc, le salaire moyen réel, en tout cas pour le mois d'avril, était plus important que ce qu'il était il y a un an. C'est dû au fait. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le fait que l'État a donné aux fonctionnaires, a fait un accord avec les fonctionnaires, elle leur a donné quelque chose qu'il ne leur a pas donné pendant plusieurs années, et d'un coup, il leur a donné 600 shekels. C'est vrai, mais c'est quelque chose qui va continuer. Il y a d'abord cet accord qui est pour plusieurs années, donc il faut le noter. Deuxièmement, je voudrais aussi noter dans cette idée-là, la chose suivante, la haute technologie. On n'arrête pas en Israël depuis des mois de me dire, les compagnies n'investissent plus ici, des hautes technologies. N'investissent plus, oui. Ils renvoient les personnels, etc. Moi, ce qui est marqué pour les salaires dans la haute technologie, 30 500 shekels. C'est quoi, en salaire moyen? Voilà. Oui, salaire moyen dans la technologie. C'est-à-dire qu'elle a augmenté par rapport au mois d'avant de 29 000 qui était en dessous de 30 000. Ouais. Donc, il y a une augmentation des salaires dans la haute technologie. Or, si, comme on dit, le marché est mauvais, alors les salariés auraient dû avoir une baisse. Donc, ça veut dire que c'est pas ce qu'on nous raconte. Et pour terminer, justement, pour bien conclure ça, dire la chose suivante. Il y a eu une analyse cette semaine de la banque Lombard. C'est une banque suisse qui est spécialisée dans les monnaies. D'ailleurs, la plupart des prévisions sur les monnaies qu'ils font ne se réalisent pas. Je donne un exemple frappant. Ils avaient vu l'euro cette année à 0,80 $. Il est maintenant 1,10. Donc leurs prévisions sont à mettre... À prendre avec des pincettes. À prendre avec des pincettes. Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit dans son rapport sur Israël? Elle dit la chose suivante. Moi, je vois qu'Israël a un très, très bon résultat économique. Elle parle de ce qu'on vient de parler et d'autres choses. Mais nous voyons le dollar à 3,80 shekels à cause du problème de la réforme juridique, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, qui pour l'instant pourrait être mis en réserve. Donc, tout ça, c'est beaucoup. Il faut faire très attention. Je dis aux gens, je voulais prendre ces quelques minutes pour dire ça. Il faut voir la nouvelle et voir l'analyse qu'on en fait et ce que les gens en font de cette analyse. Et là, on peut discuter comme on peut discuter avec l'analyse que je fais moi, mais les faits, c'est le plus important. Bon, alors en tout cas, bravo pour cette augmentation, en tout cas du salaire moyen. Ça, c'est ce qu'on va retenir. Une nouvelle à présent concernant la banque Leumi. Alors, la banque Leumi perd 1 milliard de shekels. Pour quelle raison, Daniel? Qu'est-ce qui s'est passé? La banque Leumi a investi dans une banque en Amérique qu'on appelle une banque régionale qui distribue du crédit et qui reçoit aussi des dépôts d'ailleurs.
Et, comme vous le savez, comme sûrement nos auditeurs savent, il y a des problèmes en ce moment dans les banques régionales en Amérique. Et elle a son cours a coulé en bourse parce que les gens se sont dit, mais elle donne beaucoup d'intérêt à ses dépôts, mais en fait, d'où elle a l'argent, etc. Et les gens, les clients de cette banque-là ont commencé à avoir des doutes sur la capacité de cette banque à faire face à ses obligations. Et donc, elle n'est pas en faillite, d'accord, mais elle va pas tellement bien. Alors, pourquoi la Banque Leumi a perdu 1 milliard de shekels? Parce que ils ont investi et ils n'ont pas pu récupérer leur investissement? Non, parce que quand on investit, quand on achète une banque, où 14% ils ont acheté de cette banque, maintenant c'est le plus grand actionnaire, ça s'appelle Wali National, il y a un an. Okay. Où ils l'ont acheté à un certain prix. Okay. Et maintenant, ce prix-là à la bourse, il vaut un moins. Ajouté, d'accord. Et donc, ils sont obligés de reconnaître dans leur bilan, même si ça n'a pas vendu, ce qui s'est fait, de dire qu'il y a une perte par rapport à ce qu'ils ont acheté. Est-ce que ça va avoir des répercussions sur les clients de la Banque Leumi? On m'a posé la question cette semaine, pour ça j'ai dit j'en parlerai. Non, sur les clients, non, parce que c'est sur les investisseurs de la Banque Leumi, les clients, les dépôts que vous avez ou les prêts que vous faites. Au niveau des commissions, au niveau des frais. De toute façon, ça n'arrive. S'ils peuvent, ils les prendront. Et ça, on en a parlé. On en reparlera d'ailleurs, je promets. Et pour revenir à eux, ce qui est important, c'est les investisseurs. Ça veut dire qu'ils recevront moins de dividendes, puisque le bénéfice est moins de la moitié. Et l'action de la Banque Leumi a été au début un peu chahutée, elle a un peu repris, un peu redescendu. Disons que c'est à ce niveau-là que ça va se jouer. Ce que moi, je voudrais dire encore là-dessus, c'est la chose suivante. C'est que j'ai vu d'ailleurs que dans les banques, ce qu'on investit, ou bien quand on donne aux gens des idées pour investir, ce qu'on appelle le conseil financier. Les banques, souvent en Israël, sont sclérosées. C'est-à-dire, ils vivent dans des modèles d'analyse financière comme il y a 30-40 ans. Ils auraient dit maintenant qu'il faut pas faire faillite, par exemple, pour dire... maintenant, ce que je veux dire par là, je donne un exemple que j'ai eu cette semaine. Quelqu'un m'a demandé... J'ai parlé avec une conseillère financière et elle me dit... Je lui dis, par rapport à ce qu'on avait dit la semaine dernière d'ailleurs, je conseille d'avoir un tout petit peu dans son portefeuille de l'or. Ouais. Parce que je dis, c'est une valeur refuge. Ouais. Elle me dit, l'or, pour nous, c'est considéré comme extra spéculatif et nous interdisons à ce genre de portefeuilles, qui sont des portefeuilles qui s'appellent moyens ou bas risque, d'avoir même un peu d'or. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous proposez? Il avait d'autres choses, il avait des actions en Amérique. À la place, ouais. Elle me dit, elle n'a pas assez d'actions dans le Nasdaq. Nasdaq qui est la bourse technologie en Amérique. Alors je dis la chose suivante, quoi. Ça s'appelle la gestion du risque. Moi, de dire que le Nasdaq, la bourse américaine de technologie, elle est moins risquée que de l'or, ça me paraît bizarre parce que la volatilité existe énormément et on parle même que cet été, elle peut baisser de 20-30%. Il y a une risque de crise financière. C'est très étonnant d'avoir cette chose-là. Et pourquoi ça a encore un énorme impact pour les Israéliens? Parce que ce que je vois, et ça, chaque fois ça me fait brûler, j'ai encore vu que ceux qui gèrent les retraites en Israël, ce qu'on appelle les institutionnels, ont acheté pour 7 milliards de dollars d'actions pour les gens au premier trimestre. Et que donc c'est ça qui a fait baisser le shekel en grande partie, parce que ils ont beaucoup acheté, 1 milliard de dollars, ils ont acheté des actions en Amérique, et que je suis pas sûr que les retraités en Israël soient au courant, et ils risquent d'avoir des mauvaises surprises après. Ça fait baisser aussi shekel, comme j'ai dit. Mais en plus, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, les étrangers, comme j'ai dit, les high-tech et autres, ont tellement investi en Israël qu'ils ont investi 11 milliards de dollars, donc plus que ce que les institutionnels ont fait. Et les gens peuvent se poser la question, mais alors pourquoi le shekel baisse? Parce qu'en fait, il y a des manipulations, je veux pas entrer ici, il y a des manipulations par jour, on peut s'arranger à ce que le shekel baisse, même si sur un trimestre, il y a plus d'achats que de ventes de shekel. Si sur un jour, ils s'arrangent pour acheter et faire monter le dollar, c'est ce qui les intéresse, alors ça arrivera parce qu'ils peuvent jouer là-dessus. On comprend qu'il y a encore des interrogations sur la capacité à gérer justement ces risques financiers. Alors on va enchaîner et terminer avec un dernier sujet. C'est une augmentation sensible qu'on a vue de la vente des appartements. Alors on pourrait se réjouir, sauf que les raisons pour lesquelles les gens achètent et vendent des appartements ne sont pas celles auxquelles on pourrait croire. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le marché? Je voudrais préciser, augmentation sensible de ce qu'on appelle les réducteurs d'appartements.
Ça veut dire les ventes d'appartements, les transactions, les achats-ventes ont baissé, mais là-dedans, la part de ce qu'on appelle les réducteurs d'appartements ont augmenté. Réducteurs d'appartements, il faut expliquer parce que tout le monde ne comprend pas ce que ça veut dire. Justement, l'économiste du Trésor qui donne ces chiffres et qui fait toujours des commentaires sur le marché de l'immobilier a vu depuis l'année dernière, mais de plus en plus maintenant, a dit « Je dois introduire un nouveau concept ». Celui qui n'existait pas avant, les réducteurs d'appartements. En fait, jusqu'à maintenant, il y avait 3 catégories sur le marché immobilier. Ceux qui achetaient leur première maison, ceux qui investissaient pour après le louer, et ceux qui avaient déjà une maison. Et qui voulaient une plus grande maison. Ou bien on appelle ça Meshaprediou en hébreu, ça veut dire une meilleure maison. Ouais. Ça peut être quelqu'un qui était à la périphérie, veut aller dans le centre, quelqu'un qui n'avait pas un jardin, veut un jardin, etc. On achète pour mieux. Pour mieux, voilà. Okay. Et elle dit que ce qu'on voit maintenant, c'est que... On achète pour moins bien. Pour moins bien. C'est-à-dire que... On rigole, mais c'est un peu triste. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Ça veut dire, elle a vu passer de 25 à 33% les gens qui font ça dans cette catégorie générale. Donc ça veut dire quelqu'un qui habite dans le centre de Tel Aviv avec une famille, mais ça devient trop cher, donc ils partent à Bat-Yam, ils partent à Hedera pour avoir un appartement peut-être de la même taille, mais en tout cas plus loin, donc forcément pour eux, moins bien. Tout à fait. Ou bien des gens qui avaient un 4 pièces et qui viennent sur un 3 pièces, même s'ils ont toujours le même nombre d'enfants. Ces deux choses-là. C'est-à-dire, on va sur des appartements moins chers. Et donc, ça veut dire que, bien sûr, c'est la raison. C'est parce que les gens ne peuvent plus acheter parce que les taux des prêts hypothécaires ont tellement augmenté. Oui, peut-être ils sont endettés, ils veulent peut-être acheter moins cher et profiter de la plus-value pour pouvoir éponger leurs dettes, tout simplement. Quoi. D'abord, oui, ils ne seront pas imposés puisque c'est un premier appartement. Effectivement, c'est exactement ce que vous dites. Parce qu'ils ne peuvent plus vivre comme ça leur quotidien, donc ils sont obligés de faire ça. Et donc, ça veut dire que c'est encore une chose pour montrer qu'il y a, une baisse des prix d'appartements. Je suis en contact avec des Olim qui me racontent tout ce qui se passe dans le pays, ça c'est bien. Et quelqu'un m'a dit récemment qu'à Hadera, un appartement qui il y a quelques mois était mis en vente à 2,6 millions, il est maintenant en vente à 2,2 millions. Et qu'il n'a pas encore vendu la personne. Donc, j'en avais parlé souvent ici depuis septembre. Ça bouge un peu, quoi. Ça, en vérité, on va le voir d'ailleurs dans une semaine. J'espère que les chiffres vont être publiés, qu'on va voir que ça accentue, parce que c'est psychologique, la baisse des prix de l'immobilier. Bon, alors en tout cas, merci pour ces informations. On se retrouve évidemment la semaine prochaine.